Un jour, vous marchez dans la rue, muni d'un masque relié à une bouteille d'oxygène. Il n'y a pas de nuages dans le ciel. Cela fait plusieurs mois qu'il n'y a de nuages nulle part dans le monde. Vous remarquez une jeune fille qui a du mal à respirer. Vous lui prêtez votre masque pour qu'elle puisse reprendre souffle. Puis quelqu'un crie soudain « Mettez-vous à l'abri !» Vous entendez alors un grand sifflement et vous voyez une sorte de force invisible qui arrache les arbres du sol et déplace les voitures qui sont garées. Vous vous cachez dans la maison la plus proche. Un vent glacial et puissant balaie le paysage. Tous ces étranges phénomènes sont dus à l'atmosphère qui s'est inversée. Pour comprendre ce qui se passerait si l'atmosphère de la Terre changeait aussi radicalement, il faut d'abord comprendre ce qu'est une atmosphère. En termes simples, il s'agit d'une couverture d'air qui enveloppe notre planète. Elle nous réchauffe, nous protège et nous permet de respirer. L'atmosphère se compose de 5 couches principales: la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère et l'exosphère. La troposphère est la couche la plus lourde. Elle représente environ 80% de la masse totale de l'atmosphère. Les nuages, la poussière et les particules d'eau volent dans cette première couche. Elle contient plus d'oxygène que les autres couches et exerce sur nous la pression atmosphérique la plus forte. En fait, tout l'air qui nous entoure a un poids. Au niveau du sol, ce poids est d'environ 15 livres par pouce carré. L'air enveloppe tous les objets matériels, mais nous ne ressentons pas ces 15 livres par pouce carré, ou PSI, parce que notre pression interne est égale à cette valeur. L'air est dispersé dans l'atmosphère et sur le sol. Plus nous montons, plus la pression atmosphérique et les niveaux d'oxygène sont bas. Par exemple, les alpinistes, lors de l'ascension d'une haute montagne, utilisent des bouteilles d'oxygène pour permettre à leur corps de s'adapter au changement de l'air. Dans les avions, la pression est artificielle afin que les passagers se sentent à l'aise au décollage, à l'atterrissage et pendant toute la durée du vol. L'air le plus saturé et, en même temps, le plus lourd, se trouve donc dans la première couche. Mais dans une atmosphère inversée, elle serait la plus éloignée de nous. La couche suivante est la stratosphère. Elle joue le rôle de bouclier. La stratosphère est constituée d'ozone, qui absorbe la majeure partie du rayonnement solaire et l'empêche d'atteindre le sol. En d'autres termes, les rayons du soleil sont filtrés par la stratosphère. Ils perdent leurs propriétés nocives, et notre planète est réchauffée sans être menacée. Vient ensuite la mésosphère. C'est dans cette couche que les températures sont les plus basses. La pression atmosphérique y est faible, mais l'air est suffisamment dense pour brûler les météorites. La thermosphère suit la mésosphère. Elle est soumise aux rayons du soleil. La température y est d'environ 2000 degrés Celsius, soit près d'une fois et demie plus élevée que dans un volcan. La dernière couche est l'exosphère. C'est la dernière frontière de notre atmosphère. Après ça, c'est l'espace. La pression y est si faible que les molécules de gaz s'échappent et filent vers les étoiles lointaines. Voici donc comment les choses se passent dans une atmosphère ordinaire. Les rayons du soleil éclairent l'exosphère, où il ne se passe presque rien. Ils chauffent ensuite la thermosphère et traversent la mésosphère froide. La lumière du soleil se refroidit en traversant la couche d'ozone dans la stratosphère. Ensuite, ces rayons franchissent la couche la plus lourde et la plus dense, la troposphère, et atteignent le sol. Voyons maintenant comment tout cela fonctionnerait dans une atmosphère inversée. La troposphère, avec tous les nuages, l'eau et l'oxygène, s'élèverait vers le haut. Les rayons du soleil brûleraient toute l'humidité. Les nuages disparaîtraient du ciel. Ensuite, les rayons du soleil se refroidiraient légèrement en traversant la couche d'ozone. La stratosphère absorberait toutes les radiations. Les rayons traverseraient ensuite la mésosphère froide et atteindraient rapidement la surface de notre planète. La thermosphère et l'exosphère n'auraient pratiquement aucun effet sur les rayons. Si notre planète avait une atmosphère inversée, la sécheresse s'installerait à grande échelle. Tous les nuages de pluie se disperseraient dans les couches supérieures. Toute l'humidité de la Terre commencerait à s'évaporer et à s'accumuler dans l'exosphère et la thermosphère. Nous aurions alors une nouvelle troposphère. Elle serait remplie de gaz, de particules d'eau et de poussière. L'ancienne troposphère, qui se trouverait maintenant tout en haut, perdrait son poids et se transformerait en exosphère. Mais qu'adviendrait-il alors de l'oxygène ? Plus on monte, plus la pression diminue et moins il y a d'oxygène. Mais dans l'atmosphère inversée, il y aurait moins d'oxygène et moins de pression, plus près de la surface de la Terre.
Au début, les gens auraient l'impression de se trouver sur le mont Everest. Beaucoup perdraient les connaissances ou seraient les pris de violents vertiges. D'autres auraient de fortes migraines et se sentiraient mal à cause de la dilatation des vaisseaux sanguins. Mais qu'arriverait-il aux personnes qui ont l'habitude de grimper en haute montagne? Elles s'adapteraient plus facilement. Toutes les autres en feraient de même, mais plus lentement. Et lorsque les gens se sentiraient à l'aise dans de telles conditions, ils commenceraient à en tirer profit. Nous ressentirions moins de résistance à l'air. Ce serait un peu comme le vide dans l'espace. Les voitures rouleraient de plus vite et consommeraient moins d'essence. Les gens créeraient des trains pouvant se déplacer à la vitesse du son. Nous serions moins fatigués quand il nous faudrait courir. Mais en même temps, les avions voleraient beaucoup plus lentement car ils devraient, eux, traverser d'épaisses couches d'air. Il ne pleuvrait pas longtemps et il ferait toujours beau. Au lieu d'avoir du mauvais temps, nous serions confrontés à des courants jets. Aujourd'hui, ces puissants vents glacés circulent dans les couches supérieures de l'atmosphère. Ils soufflent sur le sommet du mont Everest et représentent un grave danger pour les alpinistes. Lorsque les rayons du soleil réchauffent l'air, celui-ci s'élève et rencontre des vents froids, qui poussent l'air chaud encore plus haut. Il se transforme alors en courant jet. Ce type de vent souffle à 112 km/h. Il peut facilement arracher un arbre ou des toits. Il nous faudrait construire des maisons et des abris solides pour survivre à cette calamité. Mais en fin de compte, la surface de la Terre se réchaufferait et pousserait les courants jets vers le haut. En d'autres termes, même si l'atmosphère se mettait sans dessus-dessous, tout reviendrait à sa place tôt ou tard. Cela se produira peut-être dans quelques centaines ou dans des millions d'années. Dans tous les cas, les lois de la physique et de la nature ramèneront notre planète à son état antérieur. Mais toutes les créatures vivantes ne vivront peut-être pas assez longtemps pour en être témoins. Mais que se passerait-il si l'atmosphère de la planète se retournait constamment? Il est peu probable que cela se produise sur Terre, mais il existe dans le système solaire un objet spatial dont l'atmosphère est inversée. Tous les éléments solides qui s'y trouvent s'évaporent et s'élèvent, tandis que l'atmosphère s'enfonce et devient plus dense. Ainsi, le sol et le ciel de ce corps spatial ne cessent de basculer. Cet étrange objet céleste est Pluton, l'ancienne planète. La distance moyenne entre Pluton et le Soleil est d'environ 5,8 milliards de kilomètres. L'orbite de Pluton est elliptique, c'est-à-dire ovale et inclinée par rapport à l'orbite des autres planètes. Lorsque Pluton se rapproche du Soleil, elle reçoit un peu de chaleur. Cette chaleur est alors suffisante pour transformer la glace de surface en gaz. Plus ce gaz s'élève, plus il se réchauffe. C'est assez étrange car sur Terre, c'est l'inverse. Plus l'air est haut, plus il est froid. Imaginez maintenant un monde qui n'a pas de surface solide, mais seulement une atmosphère. Il s'agit de Jupiter, la plus grande planète de notre système, et qui est constituée de gaz. Elle est composée à 90% d'hydrogène, les 10% restants étant essentiellement constitués d'hélium. Jupiter conserve tous ces gaz en son sein grâce à sa puissante force de gravité. Et plus ils sont proches du centre, plus leur concentration est importante. Si un énorme vaisseau spatial tentait d'atterrir à la surface de Jupiter, il lui faudrait beaucoup de temps pour atteindre le noyau de la planète. Mais en réalité, il lui serait impossible d'atteindre ce centre, car le poids des gaz environnants l'écraserait fatalement. Saturne a une structure similaire. La gravité des gaz de cette planète est si forte qu'elle fait tourner ses anneaux, qui sont constitués de morceaux de comètes et d'astéroïdes. Cette couverture d'air atmosphérique sur notre planète est idéale pour toutes les créatures vivantes. Depuis des millions d'années, l'évolution crée des organismes capables de s'adapter à ces conditions atmosphériques. Une bonne chose, n'est-ce pas ?